Bonjour à tous et à toutes. Je vérifie juste mon retour pour mes... Ok. Donc pour les commentaires, eh bien j'ai mon retour. Donc c'est très bien. Je tourne un peu la tête. Donc peut-être que vous allez avoir une voix qui va partir un peu quelque part. Donc, ok. Bienvenue dans cette émission. Émission quotidienne. Donc, je suis Dominique Chélan, formatrice consultante en audiovisuel, en multimédia, images numériques. Alors, ça consiste en quoi? Je suis avant tout historienne du cinéma et c'est vrai que c'est une de mes passions et je pense que la fiction, que le cinéma, que les séries, que la télévision et aujourd'hui les médias, les nouveaux modes de communication vidéo, et surtout en fiction et même peut-être autrement, nous racontent des histoires. J'ai moi-même beaucoup appris en regardant beaucoup de films, en étudiant, en analysant et en prenant aussi de la distance. Ce que je vous invite à faire lorsque vous visionnez, quoi que vous visionniez comme film, comme série, ne pas se laisser happer par le côté hypnotique. Rien que de me regarder, de regarder cette vidéo ou bien d'autres vidéos, eh bien il y a un effet hypnotique qui agit et qui fait que nous sommes emportés par bien ce phénomène. Donc prendre de la distance par rapport à ce que nous regardons, eh bien c'est une des choses que je vous invite vraiment à faire. Et c'est possible de le faire de façon ludique, en prenant vraiment du recul par rapport à ce qui existe et à ce que l'on regarde. Donc chaque semaine, je propose un thème. Et cette semaine, j'ai choisi de parler des médias. Donc les médias, eh bien, dans les films et dans les séries, c'est quelque chose. Donc allez-y sur les commentaires, sur les likes aussi. J'adore les petits cœurs, un peu comme tout le monde. Bah voilà, ça c'est ludique, ça active les zones du plaisir. Et oui, c'est un petit peu ce qui est proposé dans les séries. Activer nos zones plaisir. Donc, apprendre avec distance et en même temps, apprendre tout court. Donc, je reviens sur les médias et les fameuses actualités. Donc, le cinéma, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est né en 1895. Et c'est vrai qu'il y a eu immédiatement une espèce d'éclatement mondial après cette invention des frères Lumière qui a été officiellement décidée et déclarée comme l'invention qui est le cinématographe. C'est eux-mêmes qui l'ont appelé ainsi. À savoir que c'est une technologie qui s'est développée après dans plein de pays et qui a eu d'autres noms. Donc les caméras et les projecteurs étaient très différents de ceux que nous connaissons. Je vous invite à un petit peu pianoter sur vos moteurs de recherche pour regarder à quoi ça pouvait ressembler. Ces grosses machines qui ressemblaient à des meubles, un petit peu comme les premiers ordinateurs qui occupaient des pièces entières. Et oui, au début, nous avons de grosses machines et ensuite nous miniaturisons. Et aujourd'hui, c'est vraiment magique. Donc les premiers médias et les premières, ce qu'on appelait les actualités, donc la naissance du cinéma, donc fin 19e siècle, donne naissance immédiatement à des productions assez phénoménales de films. Donc c'est des très petits films, les films des frères Lumière,
les films d'une réalisatrice qui est considérée comme la première réalisatrice de cinéma, même on pourrait dire réalisateur, Alice Guy Blaché, qui était la secrétaire de l'industriel Léon Gaumont, qui lui a, comment dire, par l'industrie, donc vendu les pellicules et a commercialisé donc ce fameux cinématographe inventé par les frères Lumière. Donc tout un tas de noms qui reviennent et qui sont importants et intéressants à connaître, comme Georges Méliès, Émile Reynaud qui a fait les premiers dessins animés. Et donc les premiers longs métrages, donc qu'on appelle aujourd'hui des films, qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et qui étaient peut-être un petit peu plus courts, commencent à passer, donc les salles de cinéma ouvrent et se démultiplient pour accueillir un public enthousiaste pour regarder cette nouveauté qui est le cinématographe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Très très vite, donc les salles de cinéma se propagent un peu partout en France, dans le monde, partout. Et avant le film qui était proposé, souvent donc un film de fiction, puisque très rapidement la fiction s'en mêle et nous racontons des histoires, il y avait ce qu'on appelait les actualités. La radio, bien sûr, existait déjà, les journaux aussi, et c'était là que les nouvelles, donc les fameuses nouvelles, les news, étaient diffusées. Et donc l'opportunité du cinématographe est une occasion en or pour diffuser les fameuses actualités. C'était donc filmer ce qui se passait en France, dans le monde éventuellement, et en faire des petits reportages avec une voix qui commentait et qui était passée avant les films. Donc c'était ainsi que les gens étaient informés par l'image et le son, un petit peu comme aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'ils y allaient pour voir un film, donc c'est vrai que maintenant, ce que nous connaissons avant nos films dans les salles de cinéma, ce sont les publicités. Alors, il y a eu une évolution entre l'actualité et la publicité. Certains diraient que dans les deux cas, en étant un petit peu limite, c'est de la propagande. Alors la propagande, il y a le côté péjoratif et le côté positif. Propagande, c'est au début finalement de la publicité. Voilà. Alors dans les films qui ressortent, un des premiers qui m'est venu à l'esprit et que je pense pour les cinéphiles qui m'écoutent et qui me regardent, c'est Citizen Kane. À peu près, je dirais, assez improbable de passer à côté de ce film d'Orson Welles, donc un film de 1941 qui effectivement propose de raconter la vie. Donc Orson Welles se vieillit pour ce film puisqu'il interprète le rôle principal, le rôle de Charles Foster Kane, donc comme le nom, Citizen Kane, qui est un grand magnat, je crois que j'ai un peu de mal mania, je crois, de la presse, voilà. Il s'est librement inspiré de la vie de Randolph Hearst, qui est un grand patron de presse aux États-Unis, donc dans les années 40. Et Orson Welles s'inspire de ce personnage à tel point que Randolph Hearst, dans ses nombreux journaux, interdit la publicité et interdit de parler de Citizen Kane. Donc aujourd'hui, Citizen Kane d'Orson Welles est passé parmi les films classiques, autant par ses compositions théâtrales, géométriques du cadre, son noir et blanc parfaitement maîtrisé, et surtout le personnage, je dirais, le personnage de Charles Foster Kane, le personnage de Kane,
qui, malgré son empire, est montré comme un être torturé. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sur l'histoire de la presse aux États-Unis. En 1976, alors les médias, et principalement, oui, la presse, puisqu'en 1976, c'est encore un petit peu la presse qui est à l'honneur et qui prédomine. La presse a beaucoup évolué maintenant, puisque nous la lisons sur nos ordinateurs, sur nos smartphones, sur nos tablettes, alors que c'était quand même beaucoup de l'imprimé, de l'impression jusqu'à, je dirais, la fin du XXe siècle. Voilà. C'est très récent notre façon de consulter les news maintenant. Alors, donc un film de 1976 d'Alan J. Pakula, Les Hommes du Président, avec Dustin Hoffman et Robert Redford. Donc ce film est inspiré d'une histoire vraie. J'adore l'estampille histoire vraie qui, ne pas se méprendre, est de toute façon une adaptation et une vue tout de même du réalisateur. Donc oui, les faits étaient peut-être ainsi. Ce qu'il y a, c'est que ce qui nous est présenté dans ces films, d'après des histoires vraies, j'en parlais dans d'autres émissions, sont à prendre avec précaution. Donc Dustin Hoffman et Robert Redford dans Les Hommes du Président sont deux journalistes qui ont réellement existé, qui s'appellent Carl Bernstein et Bob Woodward, qui travaillaient au Washington Post et qui, tout le long du film, donc, nous est montré cette enquête qu'ils font sur le scandale du Watergate, et l'histoire dit qu'ils sont, ou ils seraient, je préfère le conditionnel, ils seraient à l'origine de la démission du président Nixon. Donc Les Hommes du Président, un passionnant film vraiment qui montre bien les rouages et le travail d'enquête du journaliste. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant de regarder dans ces fictions pour savoir comment travaille un journaliste, comment ça se passe ce métier, quel est-il ce métier d'investigation, pour aller là au plus près de l'info justement. Alors l'info, c'est pareil, j'y mets un petit peu ce dont j'ai envie aujourd'hui. J'avais envie aussi de parler des films de Ken Loach. Donc Ken Loach, sans aller jusqu'aux médias, il y a quand même épicé un petit peu de donc un réalisateur anglais qui prend souvent vraiment parti pour la classe sociale moyenne qui est pour lui à défendre et qui est malmenée. Donc c'est parsemé de cette liberté de la presse, liberté d'expression dans certains de ses films. Donc Ken Loach, réalisateur par exemple du Vent se lève en 2006, qui a eu une palme d'or, de Joe Black. Et j'avais envie d'attirer votre attention sur Jimmy's Hall, qui est un film assez récent et qui se passe dans les années 30, où pour redonner du lien dans un climat social qui oppose plusieurs, je sais pas comment le dire, plusieurs classes sociales, voilà. Ce fameux Jimmy décide d'organiser des soirées pour faire justement du lien social, pour faire des rencontres. Alors, est-ce que peut-être l'info, elle peut aussi se propager de cette façon? Donc, c'est une idée. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux, certains diraient, mais Jimmy's Hall propose une autre façon de voir l'info et la communication, finalement, puisque l'info, les médias, la communication, c'est un petit peu ça. En 2015, un peu plus près de nous, un film intéressant aussi qui montre de la même façon que Les Hommes du Président ce que c'est que l'investigation des journalistes, c'est le film Spotlight de Tom McCarthy avec Mark Ruffalo, donc, qui joue le rôle d'un journaliste qui travaille au Boston Globe et
qui, de la même façon, le film montre comment l'enquête qui démarre parfois sur juste un article, juste une petite enquête pour écrire un article sur un sujet peut-être banal, montre vraiment le travail d'investigation et au fur et à mesure les découvertes du journaliste. Donc le Boston Globe, appelé aussi Spotlight, donc l'équipe, en tout cas l'équipe dirigée par Mark Ruffalo dans le film, prend ce nom de Spotlight et met en avant petit à petit quelque chose d'assez intéressant qui est le scandale, un scandale dans l'Église catholique et révèle des abus sexuels qui auraient été cachés. Donc le journalisme, le média, et ça montre surtout, donc ces films sont vraiment intéressants du point de vue, donc Spotlight et Les Hommes du Président, du point de vue du travail des journalistes qui va au bout de ces infos jusqu'à ce qu'elles puissent se recouper, qui garde son libre arbitre, qui garde aussi une objectivité, qui travaille aussi surtout en équipe. Travailler seul, c'est fort possible. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il est quand même bon de se confronter aussi à d'autres avis et à d'autres événements ou à d'autres faits pour pouvoir étayer, et ces films le montrent bien. Plus près de nous, un film qui s'appelle Pentagon Papers en 2018 par Spielberg. Donc je ne l'ai pas vu, je le cite puisqu'il est aussi à l'origine d'un scandale qui est révélé justement. Un film qui s'appelle No, qui se passe au Chili avec Gaël Garcia Bernal de 2013 et qui parle bien de ce qui se passe sous Pinochet en 1988. Alors j'en aurai tout un tas, je vais vous les citer rapidement puisque j'aimerais pour cette deuxième partie d'émission mettre en avant plus particulièrement un média plus près de nous qui a été bien montré, et en tout cas sur sa création, c'est pour ceux et celles qui l'ont vu, c'est de Social Network en 2010 de David Fincher, qui raconte l'histoire de la création de Facebook. Facebook, là où je diffuse cette émission, et qui, effectivement, depuis sa création, donc la création de Facebook, je recherche, c'est 2003-2004, donc en très peu de temps, en y réfléchissant, nous sommes passés, donc ce film le montre bien, d'une simple idée à un média quasi incontournable. Il est vrai que dans les sondages qui ressortent sur la façon dont les gens s'informent, Facebook arrive assez fort dans la façon dont nous nous informons. Donc il y a Facebook, bien sûr, qui est considéré comme un réseau social et qui, pourquoi je le cite dans cette émission qui parle des médias? Parce que je pense que, ça n'engage que moi, que les réseaux sociaux sont devenus des moyens d'information aussi pour moi, la première. C'est vrai que sans chercher l'information, je dirais, vient à moi. Un petit peu comme lorsque la télévision qui est arrivée dans nos vies dans les années 60 en France, a commencé par nous proposer des émissions diverses, dans un temps limité, la journée, et puis ensuite 24 heures sur 24, et rapidement il y a eu toutes sortes de choses, des fictions, des séries, des films, des téléfilms, des émissions culturelles et des infos. L'info, elle est arrivée très rapidement, et comme je le disais, il y a ce côté un peu hypnotique qui fait que
eh bien, je me retrouve devant mon téléviseur, devant mon écran, j'entends, j'écoute, je vois et je m'imprègne de ce que je vois et de ce que j'entends. Donc, gardez bien vos distances par rapport à ce que vous entendez. Je ne dis pas de douter de tout, de douter de la plupart des choses. Ce qu'il y a, c'est que garder son esprit critique et aller voir les avis contradictoires, ça peut bien enrichir. Je dirais même que ça nous enrichit. Parce qu'évidemment, quelqu'un, donc comme dans le cas, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous embêter. D'emblée, je dis non, ça ne me plaît pas. Même moi, sur un film, je dis non, d'emblée, non. Et puis, eh bien, pour me faire une idée, comment puis-je parler de ce que je ne connais pas? Donc c'est vrai que je peux aussi le faire. Ce qu'il y a, c'est que j'ai besoin d'avoir un petit peu plus d'informations et un petit peu plus d'ouverture sur ce que je reçois justement comme info. Et lorsque je reçois cette information sur un réseau social comme Facebook par exemple, donc je vais arriver à ce film de Social Network de David Fincher de 2010, eh bien je peux prendre de la distance et aller m'informer sur vraiment des choses qui ne sont pas dites. J'en reviens donc à ce que je disais sur d'après une histoire vraie ou d'après un fait divers. Certains parlent aussi de rumeur. Donc la rumeur, d'où vient-elle? Qui la propage? Dans quel but? Quel est le fond de vérité? Si vérité j'ai envie, quels sont les faits tout simplement? Le journalisme, le média, le travail de journaliste. Et je vous invite vraiment à aller voir Spotlight et Les Hommes du Président, qui montrent que ce travail d'investigation, il est ardu, il est parfois surprenant. Et à chaque fois, peut-être que les journalistes qui y arrivent à certaines conclusions et à certaines découvertes sont peut-être aussi surpris que les lecteurs ou les spectateurs. Alors, de Social Network, d'après un scénario d'Aaron Sorkin, scénariste réputé, tiré, donc adapté d'un livre qui s'appelle en anglais The Accidental Billionaires de Ben Mezrich. Donc désolé pour mon accent magnifique anglais, vous avez remarqué. Donc c'est ce qu'on appelle un biopic. Donc un biopic, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la contraction de biographie et picture, ce qui veut dire que c'est la biographie de quelqu'un mis en image, tout simplement. Donc, The Social Network de 2010 nous raconte bien l'histoire de Mark Zuckerberg. Alors, est-ce que quelqu'un sur la planète ignore qui est Mark Zuckerberg? Donc, pour ceux et celles qui m'écoutent, qui me regardent, Mark Zuckerberg est le créateur de Facebook. Peut-être que certaines personnes ignorent ce qu'est Facebook, c'est possible, tout à fait. Moi, je le conçois tout à fait. Donc Facebook, que l'on appelle communément maintenant un réseau social, réseaux sociaux qui sont arrivés dans nos vies, comme je le disais, à la fin du XXe siècle et de façon beaucoup plus massive au XXIe siècle. Pour continuer, donc, Social Network, ce qui est vraiment passionnant et intéressant, c'est la construction du film, le début du film. Sans aller jusqu'aux 10 premières minutes à peu près du film, déjà la première séquence, les 5 premières minutes, nous montre donc l'acteur, le jeune acteur qui incarne Mark Zuckerberg,
qui s'appelle Jesse Eisenberg. Ah, ça se termine aussi par Berg. Pas de hasard parfois dans les choses sur le choix, donc un très bon acteur. À savoir que aujourd'hui Mark Zuckerberg, fondateur et créateur de Facebook, a aujourd'hui, au jour où je vous parle, 2021, 36 ans. Dans le film, il avait voilà, je me mélange dans les âges. Au moment de la sortie du film, il avait 28 ans et lorsque Facebook a été créé, il avait 20 ans. Donc c'était en 2004. Donc à savoir que c'est quand même un exploit déjà, et c'est tout à fait possible d'avoir une biographie ou même un biopic lorsque l'on est jeune. Parce que c'est vrai que arriver à 36 ans et avoir tout ce passé derrière soi, eh bien c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour mériter une biographie cinéma. Donc je vous invite à revoir non pas la totalité du film, mais par curiosité le début du film qui nous montre donc l'acteur Jesse Eisenberg, le personnage donc de Mark Zuckerberg, avec ce que nous supposons sa petite amie, dans un café bruyant, avec beaucoup de bruit de fond, et un dialogue qui fuse dans tous les sens. Ce qui est vraiment intéressant, alors à voir une fois et même 2 ou 3 fois dans ce début de film, c'est de montrer, ça nous montre vraiment la quantité d'idées qui fusent et qui fusaient dans l'esprit de ce jeune homme, somme toute très brillant, que moi, pour ma part, je qualifie de génie. Voilà, quelqu'un qui réussit à un exploit tel que celui qui est celui d'avoir créé ce réseau mondial. J'appelle ça du génie. Voilà. Et ça montre, ces 5 minutes de Social Network, ces 5 premières minutes montrent à quel point, eh bien, il est tout à la fois vraiment fascinant et très proche d'un jeune homme de 20 ans, eh bien, du début du XXIe siècle, à fond dans l'informatique. Alors, les sujets sont aussi divers que la Chine, les génies en Chine, l'aviron, les examens, les Finite Club, donc c'était quelque chose qui semblait revenir très souvent, l'argent, la richesse, donc il y a Mark et Erika. Il parle aussi de Theodore Roosevelt, parle de choses qui sont hors de portée, il parle des petits amis de l'université, des friends, et de ce qui est faux, et de ce qu'on appelle aussi les nerds. La fin de la scène nous annonce une rupture entre les deux personnages, donc ce couple, qui va entraîner petit à petit l'idée de ce trombinoscope au début, donc ça va s'appeler FaceMash avant de s'appeler Facebook, et je l'avoue, dans la façon dont c'est présenté, après tout, assumer ces côtés obscurs, c'est à chaque fois intéressant. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion en disant que j'assumais le fait d'avoir fait des visios en pyjama. Oui, tout à fait. Eh bien, dans ce film, il est assumé que le personnage, Mark Zuckerberg, je l'appelle ainsi puisqu'il fait partie d'un film de fiction, même si c'est tiré d'une histoire vraie, cela reste une adaptation, cela reste, la vue d'un réalisateur. Et effectivement, eh bien, qui ne l'a pas fait, classer les filles. Alors peut-être que nous, les filles, non. Pourquoi nous classerions-nous au-dessus
à dire celui-là il est mieux que celui-là et celui-là moins bien, etc. etc. Et ben oui, bah ça a commencé comme ça Facebook et ça s'appelait FaceMash et c'est montré dans ce début de film où eh bien laquelle je choisis. Et effectivement, comme c'est quelque chose bien qui a été créé dans ce que j'analyse moi sous le coup de l'émotion, et que en même temps cela joue sur des instincts peut-être un peu primaires, et finalement est-ce que le jeu ne se base pas sur des instincts primaires, ou même le clic, le like, le commentaire, le t'as dit ça et moi j'ai pas dit ça et ceci et cela, bah, est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé? C'est quelque chose qui existait déjà. Donc le début de Social Network qui nous parle de la création de Facebook par Mark Zuckerberg, c'est tout simplement appliquer eh bien, à l'informatique, au blog, puisque c'était plus un peu ce qui était à ce moment-là, ce qui se passe depuis longtemps et qui fait ressortir nos instincts primaires. Donc, moi je dis, personne n'est parfait. Moi, la première, savoir que nous faisons des erreurs et que surtout nous pouvons en tirer quelque chose d'apprenant, eh bien moi je dis bravo, puisque Mark Zuckerberg, inventeur à 20 ans de Facebook, aujourd'hui âgé de 36 ans, a appris énormément de choses. Et j'ai fait mon petit travail d'investigation. Une grande partie, la grande majorité de sa fortune personnelle, je crois, ou de Facebook, puisqu'il y a forcément des gens qui sont rémunérés, et j'en suis ravie, puisque cela contribue à faire travailler des personnes qui aiment ça et qui peuvent en vivre. Eh bien, une grande partie de la fortune de Mark Zuckerberg et de sa femme va pour l'éducation. Et je me réjouis de cette information qui finalement, lorsque je regarde et que j'ai regardé à nouveau le début de Social Network, je vais y arriver avec l'accent, eh ben, c'est vrai que les 5 premières minutes, oulala, et la création ensuite, ben, ça nous montre juste un jeune de 20 ans qui agit eh bien, de façon impulsive, comme nous le faisons un peu tous, les uns et les autres. Donc, je résume, regardez Citizen Kane, Les Hommes du Président, Spotlight, et puis un peu plus près de nous, de Social Network, qui, à l'origine, était très différent d'un moyen d'information. Donc la question reste entière. Je remercie tous ceux et toutes celles qui me regardent. Je vous dis, eh bien, bonne semaine. Portez-vous bien. Likez, commentez. Je remercie encore tous ceux et toutes celles qui me suivent. Et puis, bien, restez informés. Creusez un peu, investiguez, regardez comment font les pros. Les films de fiction, les séries de fiction sont exactement ce qui peut aider. Moi, j'ai beaucoup appris grâce aux fictions. Et aujourd'hui, je prends de la distance.